Bonsoir à tous, bonsoir d'être venus, merci d'être venus, bonsoir d'être présent. Bonsoir à tous. Salut Lazzaretto, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, écoute, très content de revenir ce soir pour un nouvel épisode de Scopcast Pop. Scopcast Pop est un petit tour rapide des actualités fraîches ou pas trop, jeux vidéo, pop culture, cinéma, musique, tout ce qui nous fait kiffer et tout ce qu'on trouve intéressant à parler avec vous. Et ce soir, on a, comme à notre habitude, 4 petits sujets. Et oui. Alors, on peut commencer. On peut se dire ce que toi tu fais en ce moment. Tu joues à un truc en particulier, tu regardes une série, tu fais rien du tout. Bah là en ce moment il y a une série qui se passe pas loin dans mon salon, mais je la regarde pas trop celle-là. Mais non, dernièrement je suis pas trop sur du. D'ailleurs je me suis pris un petit doigt. Donc je n'ai pas critiqué la série, je me suis dit que je la regardais pas trop. Non, en ce moment je suis en train de regarder La Légende de Korra, qui est assez décevante par rapport à la légende de l'Avatar, la première, du coup, pas la première saison, mais la première animation avec Aang en personnage principal, la légende de Korra étant la deuxième animation avec Korra en personnage principal, qui est somme toute assez décevante, voire pas mal décevante par rapport à l'OP originel, mais qui se regarde plus ou moins, c'est pas trop mal. Sinon, là-dedans, j'ai pas de grosses news. Je joue un peu à Diablo 2 Resurrected avec des copains. C'est assez rigolo. Ouais, je l'ai acheté aussi. J'ai pas encore pu jouer avec vous parce que je suis trop bas niveau. Bah tu viens et on te PL, hein, ça va vite. Hier, j'ai fait 2 actes en moins d'une demi-heure en me faisant PL par un copain. Ah oui, d'accord, parce que moi tout seul il m'a fallu 8 jours, mais ok. Ouais, donc ça va vite, ça va très très vite. C'est ça. Ouais, dis-moi toi. Qu'est-ce que t'as en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Il y a trop de jeux là qui sortent, c'est n'importe quoi, faut qu'ils fassent attention, les gars, ils vont nous tuer. Il y a Metroid Dread qui est ouf, que je te conseille d'ailleurs, si tu l'as pas commencé. J'ai fini Kena, qui est l'un de mes coups de cœur de l'année, clairement, c'est un petit studio qu'on attendait, Humber Lab, qui n'avait fait que des pubs pour Coca entre autres, qui sortent un jeu next-gen qui est 1000 fois mieux que tous les jeux qui sont sortis cette année, enfin il est vraiment ouf. Il y a Lost Judgment, donc le spin-off de Yakuza qui est ouf. Et en série, il y a une série que j'attendais depuis très longtemps qui a fait son retour, mais on en parle juste après. Mais voilà, déjà en jeux vidéo, je suis extrêmement bien occupé là, donc c'est super cool. Et il y a le Shin Megami Tensei 5 qui sort le mois prochain, et j'ai même pas fini mes 4 jeux que j'ai en retard, donc ça va être sportif quoi. Mais là, je pense que tous les jeux annulés à cause du Covid sortent en même temps, et c'est le débouchage de toilettes d'un coup, tu vois, il y a tout quoi. Il faut faire attention. Voilà. C'est sûr qu'il y en a un peu trop. Moi, j'ai juste fait que rajouter des noms à ma liste. Tu vois, Metroid Dread, Kena, j'ai juste fait que les rajouter à ma longue liste de jeux qui ne fait que s'allonger de jeux auxquels j'ai envie de jouer. PS2 encore, quoi. Il y a Metroid qui est vraiment bien. Ça va. Mais je suis encore à la PS4. Ah, c'est bien déjà. Metroid est vraiment... Enfin, ça fait trop plaisir de revenir sur un Metroid 2D comme ça. C'est vraiment trop bien, quoi. Ça m'a donné envie de refaire tous les Metroid 2D. Donc c'est bon signe. Parfait. Sur écoute, ce, on peut embrayer, tu veux? On peut y aller. Écoute, sur le premier sujet. On peut aller sur le premier sujet qui n'est pas des moindres, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est évidemment... tu veux peut-être commencer à en parler, c'est Batuu, le petit The Batman, qui a été annoncé du coup à la conférence de DC la semaine dernière, enfin ce week-end, et la bande-annonce met un peu tout le monde d'accord. Moi j'ai vu que des gens qui étaient en mode ouah, un super bon Batman, ça a l'air sombre, ça a l'air de bien être super vénère, Robert Pattinson il est stylé, on a enfin l'homme mystère bien dans un film, bisous à Jim Carrey. Moi perso, j'attendais pas grand chose de ce film parce que les films de super-héros, j'en ai un peu marre et j'avais adoré la proposition de Nolan, surtout avec Dark Knight. Je pense que toi c'est pareil, surtout avec le deuxième film des trois. Et là, cette bande-annonce, ça me fait vraiment envie. Franchement, j'ai très très hâte de voir le film, il sort en mars. Je sais pas si tu veux en dire un peu plus dessus de ton côté, mais moi j'ai très très hâte de le voir. Je suis très curieux, pas hypé du tout.
Tout simplement parce que DC jusqu'à aujourd'hui a pas su montrer beaucoup de beaucoup d'originalité dans les contenus qu'ils proposaient. C'est bien, c'est plutôt cool ou correct, ou sinon ce que je vois beaucoup c'est énormément de groupements de fans qui vont défendre les œuvres en disant qu'elles sont pas si pourries que ce que disent les gens. Donc partant de là, à partir du moment où c'est sur de la défensive, ça me tente pas trop, donc je me lance pas énormément dedans. Je veux dire, j'ai un petit peu mis un pied une petite distance entre moi et tout ce qui s'attire aux comics, que univers graphique, cinéma ou autre. Et quand je vois toutes les annonces qu'ils ont faites, en effet, c'est la seule que je trouve vraiment intéressante, parce qu'ils ont annoncé quand même des trucs qui doivent tenter beaucoup de gens. Hein. Ils ont parlé d'Aquaman 2, ils ont parlé de Black Adam, et ils sont aussi sur c'est quoi, c'est Peacemaker, voilà, avec le prochain film de James Gunn. Enfin, il est sur du tournage sur tournage. James Gunn, il a un bon flow et il est quand même très apprécié de la communauté comics et de DC. À voir, Batman, à part, j'ai même pas fait attention à qui était le réalisateur, et ça me fait un peu peur. Ah bah c'est Matt Reeves, pas... mec, qui ça défonce. C'est le mec qui a fait la trilogie, la dernière trilogie Planète des Singes, que j'ai trouvé incroyable. C'est pour ça que moi je suis très hypé voilà, aussi. ok. C'est ça, parce que j'ai juste vu Robert Pattinson en non cité, je suis pas allé chercher plus loin de voir qui, mais bon, ça m'a un peu fait peur de me dire que c'était peut-être un Ah non, non, kidam, c'est pas du tout un exagérer. nobody. C'est pas du tout un nobody. Mais Le mec, ok, il a bah, fait très peu de films d'ailleurs, et il n'en accepte pas des masses, mais pour moi, c'est un très bon réal. Et ce qu'il a fait avec La Planète des Singes, surtout le deuxième film, l'affrontement, j'avais trouvé ça. Moi, j'avais trouvé ça oufissime, et je me dis qu'il passe directement de Supremacy, qui était pas le meilleur des trois, mais qui était quand même une très belle proposition, du moins en termes de réalisation. Le mec, il est vraiment très fort, quoi. L'ambiance était ouf. Me dire qu'il passe direct sur un Batman, moi, c'est ça qui me rassure le plus en fait dans le projet, c'est qu'ils ont pas confié ça à un mec qui venait de Marvel ou un mec qui accepte un peu tout. Donc ça, c'est cool, quoi. Il avait fait Cloverfield aussi à l'époque, j'avais bien aimé. C'est plus vieux, mais en 2008. Mais Attends, Cloverfield, parce que moi à chaque fois je mélange. Cloverfield, c'est celui où il y a un Godzilla-like qui pète des bâtiments et t'es en caméra à main. Je sais plus si c'est un Godzilla sur longtemps, mais oui, c'est caméra en main, enfin en mode c'est des gens qui filment quoi, eux-mêmes quoi. Ah, tu vois, c'est bien qu'on en parle, et c'est bien de voir qu'on est. Toi, t'as aimé Cloverfield, moi je l'ai trouvé horrible, j'ai pas du tout apprécié ce film. Ouais, après bon, j'étais jeune, j'avais 18 ans. J'étais innocent. Non, mais tu vois, c'est juste, tu vois, on n'a pas forcément le même point de vue ni la même appréhension, le même goût et compagnie. Ça se trouve, on va regarder tous les deux le film et toi tu vas l'apprécier et pas moi. Non, mais après, te base pas sur Cloverfield, base-toi sur la trilogie. Oui, bien sûr, je dis ça comme ça. Enfin, la trilogie n'en a fait que 2 sur 3, mais je les ai pas vus. Ah, mais tu les as pas vus? Ah ouais, non, non. Mais mec, je coupe ce stream. on s'arrête là. Non, ils sont très très bien. Enfin, franchement, le 1 était sympa, le 2 était vraiment ouf, et le 3 était... c'est un peu comme la trilogie Batman de Nolan, tu vois. Le premier est sympa, le deuxième est incroyable, le troisième, il est moyen sans plus. Ouais, il est quand même très bien, parce que la fin est belle. Et franchement, c'est une trilogie à voir, surtout pour le deuxième film. Enfin, vraiment, tu vas partie de mes listes. En plus, la technologie, le rendu facial des singes, il est mais hallucinant, quoi. Genre, c'est juste un peu... Enfin, tu vois même pas les effets spéciaux, tellement c'est trop bien fait, quoi. Ouais, franchement, régale-toi, faut les voir, ces films. Faut les voir. En tout cas, voilà, ça le marche. Batman, ce plan-là, à la fin, dans la bande-annonce, où la caméra est retournée avec la voiture en feu, je le trouve vraiment super beau. En tout cas, en termes d'image, ouais, ça a l'air cool. Robert Pattinson, je trouve ça lui va bien, le costume. Et c'est pas le Batman bodybuildé Ben Affleck où t'as l'impression qu'il faisait un pas de travers, son slip il était coupé en deux, tu vois. Là c'est plus le Batman un peu plus jeune, un peu plus cuss qui casse des bouches quand même. Enfin je trouve, j'aime bien l'idée, j'aime bien la propale en tout cas. Donc à voir. Et bah bientôt on va pouvoir juger par nous-mêmes, se faire notre avis si c'est vraiment une tuerie. Et puis c'est l'homme pingouin et l'homme mystère. L'homme mystère qu'on n'a pas vu dans un Batman sérieux, on va dire. Donc c'est ça aussi qui me fait envie, parce que j'adore ce méchant. Et c'est vrai qu'il n'était pas du tout traité par Nolan. Il a pas du tout été traité... Il n'était pas traité dans ceux de Burton, je crois.
du Non. tout. Non, c'était le Si, pingouin. si, pas dans. Ah, je- Alors attends. Ça, si, il a été traité. Bah, t'as même Jim Carrey qui a joué Mystery Man. Mais c'est pas ceux de Ah, mais si, je c'est suis pas bête, oui, si. C'est un de Boston, oui. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un... Ok, Jim ok. Carrey pardon. avec Schwarzenegger qui joue Freeze et. Oui, dans Batman Forever, je dis n'importe quoi, Et- ok. Ouais. Tout à fait, voilà. Ok, bah écoutez, à voir ce que ça donne un L'Homme Mystère 2022, quoi. On verra ce que ça donne. Mais non, du coup, j'ai raison, Batman Forever, c'est pas Burton, c'est Schumacher. Non, c'est pas Burton, mais Voilà. c'est. Oui, c'est pour ça que il je y en a dis qu'il plein a les jamais murs. été dans un Batman sérieux. Parce que ce Schumacher, c'est vraiment une blague. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, bah c'est sûr que c'est pas le. Donc, C'est pas l'un des meilleurs, clairement pas. donc on verra ce que ça donne. Un méchant aussi emblématique de Batman dans un film plus moderne avec et qui se prend au sérieux, quoi, parce que ce Schumacher, non merci. Voilà, bah écoute, on peut passer au sujet numéro 2 si ça te va. On a fait un peu le tour, juste pour dire voilà qu'on l'attend beaucoup, que ça a l'air cool et que c'est réalisé par un mec stylé, donc on peut avoir de l'espoir. Garder espoir avec DC. Ils peuvent toujours nous surprendre. Ça peut donner du pont. Bah oui, je passe au suivant. Allez, vas-y. Ça va être très rapide, je voulais vous parler de la sortie de la saison 3 d'une série que je surkiffe ma race. Je voulais en parler la dernière fois, mais on a eu un stream catastrophique avec des coupures internet, donc j'ai dit j'en parlerai quand la série sortira. C'est sorti hier du coup. C'est une série HBO qui s'appelle Succession, qui commence à être pas mal connue chez nous, mais qui fait un carton monstrueux aux États-Unis. Pour la petite anecdote, c'est la série HBO qui a remplacé la case de Game of Thrones à la télé. Donc tu vois, c'est quand même un truc sur lequel HBO ont mis beaucoup de billes et d'espoir parce que la case de Game of Thrones, tu la remplaces pas comme ça, quoi. C'est quand même le truc où il y avait 1 milliard de personnes devant leur télé pour pas se faire spoiler le lendemain, qui regardaient tous en même temps l'épisode. Et Succession, c'est tout simplement, sans trop vous spoiler, l'histoire de la famille Roy, du coup, qui est dont le père de la famille, qui est interprété par Brian Cox, qu'on peut voir dans la bande-annonce, est en gros le patron de cette société qui est le plus grand conglomérat de médias des États-Unis. Donc je vous laisse imaginer les milliards qu'ils engendrent par jour. Ils ont des parcs d'attractions, ils ont tous les médias, ils ont des hommes politiques complètement de leur côté, des armées d'avocats. Enfin, c'est vraiment le prisme du milliardaire, j'ai envie de dire basique, tu vois, qu'on a vu dans plein d'œuvres et qui sont très inspirés de l'histoire de Murdoch d'ailleurs. Et en gros, dans le premier épisode de la série, donc dans le pilote de Succession, le père de famille fait une crise cardiaque. Évidemment, la série s'appelle Succession, pourquoi ? Parce que tous ces charognards d'enfants, ils sont 4, veulent absolument récupérer... 3 enfants, pardon, veulent absolument récupérer... 4, je dis n'importe quoi, désolé, ils sont 4, veulent absolument récupérer le trône, entre guillemets, de leur père. Sauf que le père survit à la fin du pilote, donc je vous spoil rien, c'est vraiment le début de la série, et il va tout faire pour les mettre en compétition, et c'est un gros sadique, c'est un gros connard. Genre il leur fait faire des coups de pute entre eux qui sont hyper malsains, ils sont incapables de se parler sincèrement, c'est vraiment un nid de vipère, quoi. C'est un terme qui revient souvent dans la série, mais c'est vraiment un nid de vipère qui broie tout sur son passage, où ils vont vraiment être tous prêts à se faire les plus gros coups de pute possible pour parvenir à prendre la succession de cette entreprise du coup et de l'empire de leur père. Et le père compte pas se laisser faire comme ça. Et pourquoi c'est une série qui est ouf ? Parce que déjà, en termes de réalisation, on est sur quelque chose qui est un petit peu caméra-épaule, tu sais, un peu comme The Office, je sais pas si tu vois, c'est comme si c'était un peu un documentaire, ce qui permet souvent de désamorcer des dialogues un peu débiles. Par exemple, t'as 2 persos qui disent des trucs complètement hallucinants, et t'as la caméra qui va un peu se décaler à droite sur le personnage qui était derrière et qui a tout entendu et qui fait une grimace un peu en mode qu'est-ce qu'ils sont cons, tu vois. Enfin, c'est beaucoup de trucs, de jeux de réalisation comme ça qui fonctionnent très bien. Et en même temps, il y a beaucoup de moyens parce que quand les mecs te disent ça vous dit on va faire un golf, t'as un plan sur 8 hélicoptères qui décollent de leur tour pour aller au terrain de golf. Enfin, c'est vraiment la démesure des milliardaires dans toute leur splendeur. Et surtout, ce qui est incroyable dans cette série, et d'ailleurs, je crois que toi, t'aimes beaucoup la chaîne de Nerdwriter, qui fait des analyses cinéma sur YouTube. Il a fait une vidéo sur Succession, où il analyse un peu la puissance des dialogues de cette série, où en fait, comme les personnages sont toujours tous dans le faux, dans le faux semblant, dans l'hypocrisie, le peu de moments où il y a des dialogues sincères, en fait, ça transperce l'écran, tu vois. Genre d'un coup... il n'y a même pas besoin de musique, quoi que ce soit, c'est genre juste, tu remarques que c'est sincère, il n'y a même pas besoin d'exagérer le trait, et ça rend les personnages humains,
mais en même temps tu détestes tous les personnages. C'est impossible de s'attacher à un personnage, et c'est ça que je trouve ouf, c'est que la série arrive à être hyper intéressante, alors que tu ne t'attaches à aucun personnage, c'est tous des blaireaux. Il n'y en a aucun pour attraper l'autre, c'est ça que j'adore. À chaque fois que t'en as un qui s'humanise un peu, c'est désamorcé, parce qu'en fait il fait une grosse connerie. Et moi j'adore ça, parce que c'est un gros défi pour un scénariste, je pense, de rendre une série attachante, avec des personnages aussi cons, quoi. Et moi je te dis, si t'as pas maté, vraiment c'est une série HBO que je conseille énormément, parce que c'est... Déjà, si elle a pris la case de Game of Thrones, c'est parce que c'est très similaire à Game of Thrones dans les thématiques. Il y a même beaucoup de journalistes américains qui disent que Succession est le Game of Thrones des cadres, en gros, des cadres supérieurs, enfin, des cadres milliardaires. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de jeux de pouvoir similaires à Game of Thrones, mais à notre époque, quoi. Donc il n'y a pas de dragon, déjà, je vous dis, je vous spoil. Il n'y a pas de dragon dans la série, quoique. Il y a des personnages... voilà, mais en tout cas, moi je vous conseille de regarder Succession. La saison 3 est dispo depuis hier, un épisode par semaine, donc on retrouve aussi ce format qu'on a tendance un peu à oublier avec Netflix, de l'attente d'un épisode par semaine. Ce qui est vraiment, vraiment cool pour un petit peu faire vivre la série semaine par semaine. Et vraiment, regardez, je peux vraiment rien vous dire de plus que pour moi c'est la série à voir en ce moment, c'est Succession, quoi. Donc je sais pas si toi tu comptes la mater un jour ou pas, mais il faut. Comme la planète des singes d'ailleurs. Non, je peux juste la rajouter à ma liste pour le moment, c'est tout ce que je peux te promettre. Aïe 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 aïe. Non, en tout cas, je te dis, je compte bien. Mais j'y compte bien, j'attends de voir si je prends OCS, voilà, HBO Max arrivera pas en France avant 2020. Plus tard, 2040 même, plutôt, ouais. Oui. Oui. Donc un jour peut-être si je chope OCS, il y a moyen, sinon je sais pas trop encore. Excellent. Je suis plutôt tenté, hein, c'est juste que j'ai pas de... Je suis pas vraiment en maîtrise de mon compte Netflix, et j'ai pas de compte Prime à moi, donc tout ce que je regarde c'est des trucs qui sont déjà payés, donc autant profiter de ces plateformes. Si j'en paye une en plus, moi why not. Puis en plus on a tous pris notre semaine gratuite d'OCS pour Game of Thrones, donc on a plus le droit maintenant. Regarde, des fois t'as des mois gratuits ou des trucs comme ça. Après il existe une autre solution dont nous ne parlerons pas sur ce stream. Il ne faut pas en parler. Bien évidemment, dans le chat, ne dites rien, aucun indice, il y a Google pour ça. En tout cas, c'est une série incroyable et elle manque beaucoup de visibilité en France, parce que c'est des thèmes assez américains finalement qui sont traités quand même. Mais ça mérite vraiment le coup d'œil, juste pour voir des milliardaires s'entretuer. Moi je trouve ça trop stylé. C'est ça qui me plaît le plus, c'est les voir. En fait, ils ont des problèmes tellement déconnectés de notre quotidien à nous, qu'en fait tu vois les raisons pour lesquelles ils se prennent le bec et tout sont vraiment géniales. Et la série elle alterne vraiment entre drama et humour à chaque scène en fait, et c'est ça qui est assez génial. Et mention spéciale à Kieran Culkin, donc c'est le frère de... je me rappelle, celui qui joue dans Maman j'ai raté l'avion, je me rappelle jamais son prénom. Je peux pas t'aider. Tu vois le petit garçon dans Maman j'ai raté l'avion, tu l'as vu quand même. Ouais, le petit blond. Le petit blond, donc lui c'est son frère, qui est génial dans la série. Il joue un des fils de Roy, et c'est le mec immature qui en fait, il a tellement une vie pourrie qu'il arrête pas de pourrir celle des autres. Mais globalement, c'est le casting qui fait la série, vraiment, le casting est ouf. Donc voilà, j'arrête de vous survendre Succession, regardez-la, vous m'en direz des nouvelles, et en plus elle mérite d'être plus vue en France, parce que c'est vraiment un travail vraiment de très bonne qualité, quoi. Donc voilà, c'est sur OCS, et puis voilà. Ah bah voilà, Lotus Flower nous dit dans le chat que c'est Macaulay. Ouais, mais aussi s'ils ont des prénoms bizarres, moi j'y peux rien. Ils pourraient s'appeler Nicolas comme tout le monde. On comprendrait mieux ce qui se passe. Merci Lotus Flower. Bah écoute, je te propose de passer à l'œuvre 3 sur laquelle tu vas être plus à même de parler, car c'est un sujet que tu maîtrises. Pas du tout. Ouais. Ok, on y va. Je sais pas si c'est pas plutôt toi qui le maîtrise plus que moi finalement. Non, allez, vas-y. Allez, pour la troisième sujet, du coup, on va se parler de voir ce prochain documentaire qui va être réalisé par David Fincher sous son contrat de 4 ans avec Netflix. Donc on était tous en attente d'avoir Mindhunter saison 3 forcément, mais on peut clairement aujourd'hui s'attendre à ne pas voir de nouvelle saison de Mindhunter. C'est un peu ce qui est en train de se dire, hein, parce qu'après Love, Death and Robots et Mank, on part sur un documentaire, et a priori
les projets suivants ne seront pas des séries ou pas de Mindhunter. Mais, qu'est-ce que c'est que ce documentaire, voir sur quoi ça porte, pourquoi est-ce que David Fincher s'y intéresse? Alors, jusque-là, on a quelques informations, notamment le scénariste qui s'occupera qui s'occupera de ce documentaire est autre que celui qui a écrit le scénario de Seven. Donc on revient quand même pas mal en arrière d'une vieille collaboration entre David Fincher et Andrew Kevin Walker. On sait aussi qu'en termes d'acteurs, on aura Michael Fassbender et Tilda Swinton à l'affiche de ce documentaire thriller, parce que en fait ça va être une série d'essais visuels qui célèbre le cinéma. Donc ça va être pas 100% documentaire, ça va pas être que des vraies images, ça va être ces espèces de documentaires, de faux documentaires inspirés de faits réels. On va avoir quand même on va avoir de l'actorat, on va forcément avoir de la réalisation, on va connaître Fincher, et on va se prendre une bonne petite claque, je pense, en termes d'acting, connaissant Fassbender et même Swinton, qui dernièrement a quand même une très bonne notoriété. Mais qu'est-ce que c'est que voir aussi c'est un documentaire sur quoi? Eh bien, c'est un documentaire qui va porter sur notamment une BD, donc un comics, une BD, pardon, une BD qui s'appelle The Killer, ou Le Tueur, tout simplement. C'est une BD française qui raconte l'histoire, c'est une assez vieille BD, qui raconte l'histoire d'un tueur à gages et qui exécute froidement ses contrats. La particularité de la série, c'est qu'il y a peu de dialogue. On suivra 100% le tueur à gages, on ne fera face qu'à ses monologues, ses états d'âme, réflexions, etc. On se prendra pas trop d'interaction a priori avec d'autres personnages. Donc Fassbender sera a priori très au centre de ce documentaire. Après, je sais pas ce que tu as à en dire là-dessus. Si tu as plus d'infos aussi, j'ai pas non, plus, je crois que c'est pas lié ça. à voir, hein. Je crois que c'est un autre projet en plus, ça, il me semble. Ah non, pardon, ça c'est le projet qui va arriver après, oui. Oui, C'est voilà. justement par rapport à ce que... Ouais, je me suis embrouillé les idées, autant pour moi. Non, t'inquiète. Tu fais bien. J'étais en train de me dire, est-ce que je dis ouais, après le documentaire, justement... Il a deux projets pour Netflix. Il a deux projets avec Netflix, c'est ce documentaire-là. Et en même temps, on a appris que le prochain projet, c'est ce dont je parlais, c'est sur la BD... Le Tueur. Beaucoup moins d'informations sur cette BD, mais clairement, c'était pour ça que je disais au départ, Mindhunter, on n'aura pas de saison 3, c'est que son contrat de cadran, à mon avis, il va se finir une fois qu'il aura fini ce documentaire et qu'il aura terminé le prochain projet sur le tueur. Mais sur le documentaire, c'est vrai que c'est pour ça que je me suis embrouillé. C'est que à part c'est ce que je vous ai dit, ce que je vous disais au début, que c'était une collection d'essais artistiques qui vont célébrer le cinéma, c'est assez vague, on sait pas trop ce que va nous proposer cette mini-série documentaire. C'est pour ça que je pense que je me suis un peu embrouillé les pinceaux, c'est que là-dessus il n'y a pas de scénario, on n'a pas trop de fil narratif de c'est Netflix qui veut qui rentabilise au max son deal avec Fincher avant qu'il soit libre. Je peux utiliser ce mot. Je pense qu'il est très content de bosser avec eux, mais je pense qu'ils se disent non, mais il faut que Fincher il nous chie du projet parce que Manque a coûté très cher et je sais pas quel est le succès de Manque, on n'a pas trop les chiffres avec Netflix. Mais en tout cas, il a pas fait une razzia aux Oscars comme ça, je pense c'était prévu pour eux. Et clairement, je pense qu'ils disent ok, on a Fincher encore pour 2-3 ans, tu nous chies du projet, quoi. Donc autant le documentaire, on sait rien dessus. Et je pense pas que c'est lui, enfin je sais pas le temps que ça lui prendra. Autant le tueur, je suis intrigué parce que c'est le retour au thriller, parce que Manque c'était clairement pas un thriller. Et on n'a pas eu de trailer à la Fincher depuis Gone Girl, qui est quand même sorti il y a un paquet d'années maintenant. Donc je suis très hâte de voir ce que ça donne. Après, ce qui me saoule, c'est qu'on aura potentiellement pas de sortie ciné du coup, et c'est vrai que David Fincher, ça fait partie des réals que j'aime bien voir sur grand écran, quoi. Donc ça, c'est assez dommage. Oui, peut-être toujours pas de cinéma. Peut-être, ça arrivait que des films Netflix comme Roma, tout ça, soient en salle, mais avec le Covid qui a pas mal changé les choses aussi, je pense que maintenant les plateformes de VOD, elles
Ils vont verrouiller leurs films sur leur plateforme encore plus. Donc on verra ce que ça donne. Gone Girl 2014, quoi, ça fait quand même... Alors 8 pas ans. verrouillé, mais c'est clairement Netflix qui se prend en embargo. Et oui. Parce que si on regarde aujourd'hui, Disney se prend des procès. Euh, c'est pas le seul qui pourrait commencer à se prendre des procès également. HBO, il pourrait aussi. De tout ce qui est sortie film à la fois sur les plateformes au même jour que dans les salles de cinéma. Je pense notamment au dernier film Marvel avec les histoires comme alors j'ai Scarlett Johansson en tête, mais c'est pas la première qui s'est rebellée, il me semble. Il y a pas eu Wonder Woman aussi qui a eu ce problème là? Non, c'est pas, je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, mais c'est pas cette actrice là qui s'est rebelle contre Disney et qui les poursuit en justice pour ça, notamment, hein, parce qu'il y a un petit peu, eux ils sont rémunérés pas par les plateformes, ils sont rémunérés bien plus par les salles de cinéma. Donc forcément ça fait mal. Moi j'ai entendu que parler du procès de Scarlett Johansson, je sais pas. C'est celui dont j'ai le plus entendu parler. Alors peut-être que je dis des bêtises, c'est bien elle qui a attaqué en premier. Ah oui, non, pardon. Je pensais à Emma Watson qui pourrait faire de même. Mais en effet, c'est Scarlett Johansson qui s'est retournée contre Disney et il y a quelqu'un d'autre qui l'a suivi derrière et a priori ça ne pourrait que s'enchaîner en situation judiciaire. Après à un moment il y a quand même un compromis parce que c'est vrai que c'est tout de même étrange aujourd'hui de pouvoir regarder un film au cinéma le même jour où on peut le regarder sur sa plateforme et on parlait notamment on parlait de piratage au début, et clairement, il y a un fait qui est certain, c'est que hier, quand on avait des films qui sortaient au cinéma, on avait la version cam en piratage, donc en qualité dégueulasse. Aujourd'hui, comme ça sort sur les plateformes en même temps, c'est très facile d'extraire le contenu et de le pirater et du coup de le proposer en torrent en partage, en share aux autres. Donc ça revient clairement à abandonner, enfin ça revient pour Universal notamment et comme beaucoup d'autres, d'abandonner le combat contre le piratage. C'est sûr. Puis t'as la chronologie des médias en France aussi qui fait que c'est encore plus compliqué pour un Disney de sortir son film en salle et en VOD en même temps parce qu'il faut respecter un délai de plusieurs semaines pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, quand tu t'attaques à Disney, je pense qu'il te faut un petit avocat qui a fait une belle formation en avocat. Parce que putain, ça doit coûter cher, quoi. Mais tu vois, c'est marrant, j'avais complètement oublié, c'est très intéressant ce que tu dis, la chronologie des médias, parce qu'elle a été bafouée par Disney en l'occurrence. Lucas, j'ai pu le voir chez un copain sur son compte Disney le jour de sa sortie. Quel film ? Lucas, le dessin animé. Mais il est sorti en salle ? Je sais pas. Ah oui, c'est ça. En fait, la règle, c'est qu'un cinéma qui sort en salle, qui est exploité en salle en France, a une chronologie. Donc je crois que c'est 6 semaines d'exploitation ou 8 semaines. Et après, il y a un délai de X semaines à respecter pour qu'il sorte en Blu-ray ou sur une plateforme. Et ouais, ça équivaut quasiment à 6 mois. Normalement, le délai. Ouais, voilà. Et du coup, si Lucas sort sur Disney+, mais qu'il est pas en salle, y a pas de problème. Par contre, s'il sort en salle et qu'ils le mettent directement sur la plateforme, là, ils ont pas le droit, du moins en France. Et je pense pas que c'est ça qui soit passé. Par contre... En vrai, je sais pas. Mais ça me paraîtrait bizarre que les films Marvel ou Lucas soient sortis au cinéma aux États-Unis, mais pas en France, juste pour la chronologie des médias. Mais peut-être. Peut-être qu'à cause de la législation, les choses sont pas passées de la même manière. T'as d'ailleurs Disney qui menace actuellement, je voulais faire une news la dernière fois, mais ça datait un peu la news, mais t'as Disney qui menace du coup de déserter les cinémas français à cause de la chronologie des médias. Ils ont dit en gros, si vous continuez cette règle à la con, nous on sort plus nos films en salle. Donc ça veut dire potentiellement plus de Marvel en salle, plus de films Disney, plus de Pixar, tout ça. Enfin tous les films de Disney quoi. Estampillé Disney pourrait ne plus sortir en salle parce qu'il veut directement mettre ça sur Disney+, directement en fait. Et du coup, apparemment, la France essaye de trouver un accord avec Disney, exceptionnel, juste avec Disney, pour en fait pallier à cette situation, parce que si t'enlèves les films Disney en salle, les salles de cinéma, t'enlèves le chiffre d'affaires des 8 Marvel qui sortent par an, ça fait mal, tu vois. Je pense que la douleur entre le Covid plus ça derrière, je pense qu'il y a plein de ciné qui vont pas s'en remettre, quoi. Parce que Disney, ça représente quand même pour les salles de ciné un chiffre d'affaires, je pense, hyper conséquent, quoi. Et du coup, on attend des nouvelles de comment ils vont
essayer de trouver un arrangement, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Bah, tu vois, c'est ce qui s'est passé en fait. Ils disent justement là sur un article que pour Mulan et Lucas, bah, en fait ils sont pas sortis en salle parce ils étaient directement sur Disney+. C'est ce qui s'est passé. Donc du coup, quand tu me dis que t'as pu voir ton pote Lucas directement, bah le film n'est pas sorti en salle en France. Alors qu'il est sorti en salle dans plein de pays qui acceptent que ce soit en salle et sur Disney+ en même temps. Mais la France ne peut pas faire ça. Et ça pose problème à Disney qui veut du coup bouder. Disney ils boudent. Ils ont pas assez d'argent. Voilà. Donc c'est une situation compliquée. On vous donnera des nouvelles dès qu'on en saura plus, mais la situation est un peu bloquée pour l'instant. Je sais pas si tu veux passer à la suite ou si t'as encore un truc à dire sur notre ami David Fincher qui est emprisonné chez Netflix. Non, on peut passer à la suite, vas-y. Ouais, comme nous dit Valentin dans le chat, le piratage est plus simple avec le streaming, mais d'un autre côté, les contenus sont beaucoup plus accessibles légalement maintenant. Ouais, ils sont accessibles légalement, mais moi je trouve qu'il y a trop de plateformes en fait. Genre, si tu veux un abonnement Amazon, Apple TV, Netflix qui est hors de prix, OCS, Disney+, en fait tu te retrouves avec une facture à 40 balles par mois, c'est équivalent de 4 places de ciné. Franchement, ça commence à... Canal en plus, tu veux aussi d'autres séries. Enfin, on commence à avoir une offre qui est hyper dense. Salto, évidemment. Faut pas oublier Salto en France. Mais on commence à avoir une offre qui coûte cher en fait. Et c'est que le début. Il y a TF1 qui monte une plateforme. Il y a plein de chaînes US qui veulent aussi créer leur plateforme. En fait, on va se retrouver avec des plateformes. En fait, les gens ils switchent. Moi personnellement, j'ai pas toutes les plateformes en même temps. Et tu switches, tu vois. Un mois tu prends Netflix, un mois tu prends OCS. C'est nul en vrai quoi, moi j'aimerais bien avoir tout au même endroit pour moins cher, mais bon évidemment que chacun prend le bout de steak quoi, mais c'est pas une situation hyper évidente quoi. Par contre je suis d'accord avec toi que le contenu est devenu hyper accessible pour pas très cher en extrêmement bonne qualité, ça c'est sûr que on a quand même aujourd'hui accès à des séries avec un flux 1080 ou voire 4K tranquille sur nos télés pour un prix qui est pas ouf. Par rapport à l'époque où tu voulais voir un film, il n'y avait pas internet, fallait acheter les DVD ou les VHS à 15€, 20€, 15€, 10€ et ça partait vite quoi. Ou aller aux vidéocassettes, jouer tes vidéos. Ah, t'as pas connu toi, t'étais trop jeune. Hein Zouzou, il est mort. Moi Je pensais que tu parlais de Valentin Di. Non, bien sûr, non. T'allais pas aux vidéocassettes jouer tes films toi. Bah, j'ai jeté toutes mes vidéocassettes de quand j'étais jeune. Mais faut pas jeter les cassettes. Ah, j'ai eu cette grosse tristesse à ce moment-là de le faire. Enfin, après coup l'avoir fait surtout. Ah, je suis d'accord avec toi, oui, Valentin dans le chat qui dit le piratage est plus simple mais à moins d'intérêt, mais ça n'empêche pas que ça existera toujours. Effectivement, quand tu vois les tweets de Netflix aujourd'hui, quand les gens disent « Oh, elle est bien cette série, elle sort quand ?» Genre, quand est-ce que vous avez, je sais pas, One Piece sur Netflix, t'as toujours un mec qui répond « Tu l'as depuis longtemps, gratuitement, sur des sites de téléchargement. » Oui, merci Jean-Kévin, on savait qu'on pouvait télécharger légalement des séries. Le problème, c'est que si tout le monde fait comme toi, il y a plus de One Piece, en fait. Enfin, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, quoi. Donc il faut encourager les plateformes légales, mais effectivement, ça commence à coûter cher si on les veut toutes. On va passer au quatrième sujet du coup, on va vous parler de la mise à jour du très célèbre et du très grand Animal Crossing de Nintendo. Alors je vais pas tant vous parler du jeu, je pense que Zouzou t'as aussi suivi l'affaire qui fait un peu scandale en ce moment. Je vais pas tant vous parler du jeu en soi, juste pour ceux que ça intéresse. Le jeu va sortir une mise à jour gratuite la semaine prochaine, la version 2, qui sera la dernière mise à jour gratuite. Donc c'est-à-dire que là, en gros, Nintendo vous dit pour les prochaines, va falloir passer à la caisse. Donc ça va rajouter des trucs sympas, ça va rajouter des légumes, des recettes de cuisine, et plein d'autres choses cool dans le jeu, et des nouveaux morceaux de kéké surtout, c'est ça qu'on attend le plus. Et c'est ça. La chose intéressante, c'est que Nintendo du coup a dévoilé une énorme mise à jour qui s'appelle Happy Home Paradise. Donc c'est en gros
la ressucée d'un jeu 3DS qui avait bien marché, qui était un peu un spin-off d'Animal Crossing. En gros, vous êtes agent de décoration, d'après ce que j'ai compris, et vous allez devoir aller dans plein de petites maisons, sur plein de petites îles, vous occuper de refaire des restaurants, des établissements, des maisons, des décorations, etc. Avec plein de nouvelles méthodes de décoration, comme pouvoir ajouter des cloisons, des luminaires. Enfin, ça a l'air assez sympa, moi ça va peut-être me faire allumer un peu ma Switch. Mais le truc qui fait un peu scandale, c'est que le DLC, effectivement, est payant, donc il coûte 20€, je crois que c'est indiqué, mais par contre, il est inclus dans le Nintendo Switch Online. Ce qui veut dire que le Nintendo Switch Online actuellement coûte 20€ par mois. Donc pour 20€ par mois aujourd'hui, vous avez... toi, je crois que tu l'as, Zouzou, ça permet de jouer en ligne, notamment à Smash Bros ou à d'autres jeux en ligne. Et vous pouvez jouer à des jeux Super Nintendo et Nintendo pour 20€ par mois, sachant que le catalogue Super Nintendo est pas ouf, et celui Nintendo l'est encore moins. Et en fait, là maintenant, l'abonnement passe à 40€ par mois pour jouer aux jeux 64, donc, et Mega Drive, ou Master System, je sais plus, Mega Drive. Donc on se dit déjà, ah ouais, 20€ de plus pour jouer à mes jeux 64, ça fait un peu cher. Mais non, parce qu'en fait, dans ces 20€, le DLC Animal Crossing est inclus. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas Animal Crossing, que vous n'en avez rien à foutre d'Animal Crossing, vous devez quand même payer 20€ de plus par mois pour jouer à vos jeux 64 parce que le DLC est inclus dans le bundle. Alors je sais pas si c'est clair, mais je trouve que c'est quand même une sacrée arnaque parce que déjà on sait pas si il va falloir payer tous les ans 15€ pour bénéficier du DLC d'Animal Crossing, ils ont pas du tout précisé ça. Donc déjà c'est assez bizarre. Et de deux, en fait ça double le prix de l'abonnement pour un DLC dont potentiellement la moitié des possesseurs de Switch en ont rien à foutre quoi. Et je trouve ça assez ouf. Et il n'existe aucune offre qui vous dit bah non, tu veux juste tes jeux 64 en plus, bah c'est au lieu de 20€ par mois, c'est 25€ par mois ou 30€ par mois. Non, non. Si tu payes tes 40 balles et t'as ton DLC d'Animal Crossing, et si tu joues pas Animal Crossing, bah c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Zouzou, de cette méthode fallacieuse, comme j'aime le dire? Bah, je suis un peu dégoûté pour ma chérie qui joue beaucoup à Animal Crossing, justement. Parce que ça veut dire que j'ai le Nintendo Online, mais il faudrait quand même que je paye le DLC pour pouvoir y jouer ou prendre l'abonnement supplémentaire. C'est ça? Moi, je pense que c'est plus safe pour toi d'acheter le DLC à 25€, comme ça tu l'as à vie, tu vois. Donc ça va, encore les DLC payants, on a l'habitude. Mais par contre, si ta copine ne jouait pas à Animal Crossing et que toi non plus, mais que tu voulais jouer à tes jeux 64, bah tu dois payer 20€ de plus par mois. Parce qu'en fait, dans l'abonnement à 20€, il y a un Animal Crossing qui est inclus qui gonfle le prix pour rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou je te fais un schéma? Bah là, en gros, ça veut dire que mon abonnement online, il va devenir beaucoup plus cher. Non, il faut que tu choisisses l'option. En fait, c'est soit En fait, t'as deux abonnements, t'as soit celui que t'as actuellement, soit t'as celui à 40€ qui t'ajoute les jeux 64 et le DLC d'Animal Crossing. Et Mega Drive. Tu comprends? Ok, du coup là je peux ne rien faire et tu peux ne rien faire. Payer le DLC, mais je pourrais toujours jouer à mes jeux en ligne. Oui, bien sûr. Par contre, si demain tu dis ah putain, j'aimerais bien jouer au jeu Nintendo 64, bah, tu vas passer une formule qui est à 40€ par mois. Mais du coup, tu te retrouves avec ton DLC d'Animal Crossing que t'as déjà payé. Tu vois? Tu vois la baise ou pas? Vraiment. Voilà, donc c'est génial. Voilà, bah c'est la fin de ce stream. Non, c'est... je trouve la méthode assez bizarre. Ouais. En fait, il part du principe que tous les gens qui ont la Switch ont Animal Crossing et se tuent sur Animal Crossing, ce qui est complètement faux. C'est un jeu qui a un succès phénoménal, c'est un excellent jeu. Mais je comprends pas leur méthode commerciale et il y a beaucoup de gens qui sont en mode mais... proposer juste un forfait à 30€ par mois où on a que les jeux 64, tu vois. Et encore, franchement, faire payer pour rajouter des jeux 64, quoi. Genre, déjà, juste ça, déjà, je trouve que c'est de l'arnaque. Mais à la limite, 5€ de plus, tu vois. Mais genre, doubler le prix de l'abonnement, c'est quand même quasiment le même prix que l'abonnement PlayStation à l'année qui t'offre 3 jeux par mois, tu vois. Enfin, je trouve ça ouf. Enfin, franchement, Nintendo, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est un peu étrange. Et pour répondre à la question de Valentin dit, enfin, si j'ai bien compris, tu me diras si je me trompe ou pas, Jojo, mais du coup, tu peux payer les DLC sans le online individuellement? Oui. Oui, tu peux. 25€. 25€, c'est ça. T'as le DLC à vie. Par contre, si demain, je disais, tu veux te dire ah, j'en ai marre d'Animal Crossing, je me ferais bien Ocarina of Time, et bah, tu vas prendre l'abonnement à 40€ par mois. Donc, tu vas doubler le prix de ton abonnement en prenant le pack supérieur. Et dans cet abonnement, tu auras ton DLC d'Animal Crossing que t'as déjà payé.
sert vraiment à rien, quoi. C'est... Alors qu'ils auraient fait une formule où pour 40€ par mois, 40€ par an, pardon, pas par mois, tu as dès qu'il y a un DLC Nintendo, genre les DLC de Smash Bros et tout, ils sont tout le temps à toi, ça ce serait cool. Mais là, c'est juste Animal Crossing. D'accord. C'est vraiment trop bizarre, quoi. J'adore donner accès à mon portefeuille à des étrangers. Oui, bien sûr, on adore ça. Nintendo, ils nous ont déjà pris beaucoup d'argent, mais... C'est plus agréable comme ça. mais c'est beaucoup plus agréable. Déjà, quand tu vois le prix des bundles Smash Bros, t'as envie de mourir, mais... Bon, tout ça, voilà, après, ça n'occulte pas le fait que le DLC a l'air vraiment cool, et je sais que... Moi, Animal Crossing est responsable de l'achat de 2 Switch dans ma famille, hein, donc... donc voilà, mais dans tous les cas, le DLC, ça a l'air d'être du très bon boulot, et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de match depuis 1 an sur le jeu quasiment, et là, ils foutent le paquet avec vraiment un nouveau jeu dans le jeu, c'est vraiment carrément un nouveau jeu en fait pour 25€. Donc c'est cool, mais la méthode de vente est très bizarre. Donc c'est surtout ça, je voulais parler, c'était la méthode Nintendo que peu de monde comprend. Un peu fallacieuse, quoi. J'essaie de nous entuber, hein. Ouais, je pense que là... Moi, je les vois venir, hein. Je veux pas me laisser faire, hein. Ouais, avec la Switch OLED qui vient de sortir en plus. Parfait moment à Noël pour faire des bundles. Voilà, écoute, si t'as pas pu s'ajouter, je pense que c'était la dernière petite info. Donc petit conseil, en fait y a pas de conseil à donner aux gens, tu vois, c'est... Dans tous les cas, je trouve que tu te fais arnaquer en fait. Soit tu prends ton DLC seul, mais du coup t'auras jamais accès aux jeux 64, ce qui va à énormément de personnes. Et moi je t'avoue que les jeux 64, j'en ai une grande partie sur 3DS et je pense pas que je prendrai le bundle. Mais si vous voulez profiter de vos jeux 64 et Mega Drive, sachez que le prix est doublé à cause de ça, quoi. Voilà, après au pire, achetez Animal Crossing et kiffez, quoi. Au pire, ça va faire vendre des jeux derrière, mais... Voilà. Écoute, si ça te va, je pense qu'on peut se dire que Nintendo sont pas gentils et couper ici. On peut se dire que Nintendo sont pas gentils. Je te propose juste pour terminer, si tu as des œuvres ou des contenus quels qu'ils soient qui te font baver en ce moment et pour lesquels tu es un peu hypé, que tu attends, dont on n'aurait pas parlé ce soir. Moi j'attends beaucoup l'extension du pass de la Nintendo Switch. Non, je rigole. J'attends beaucoup Shin Megami Tensei 5, qui est du coup une série, un JRPG japonais, qui a donné naissance à la série Persona, qui est une de mes séries préférées, et Persona 5 qui est mon jeu préféré de tous les temps. Voilà, et du coup ça sort le mois prochain, et j'ai déjà réservé le jeu, et c'est uniquement sur Switch pour l'instant. Et j'ai testé aussi la démo PC de Monster Hunter Rise, qui est vraiment cool, que j'ai fait sur Switch, mais il va vraiment mieux sur PC. D'ailleurs, t'as fini Shin Megami Tensei 3 Remake ? Ouais, je l'ai fini, c'était sympa. Après, c'est pas... Bon, c'est le minimum syndical pour un remake, quoi. Mais le jeu est très bien. Mais je sais pas si t'as vu, pour le 5, ils ont vraiment tout modernisé, c'est hallucinant. Enfin, c'est le même gap que... Je crois que t'avais essayé un peu Persona 5, mais tu peux comparer ça au gap entre le 4 et les 5, quoi, tu vois. Tout est beaucoup plus rapide. Je saurais le découvrir que très prochainement. Voilà, tu vois, c'est vraiment... Là, ils ont vraiment tout rebooté le truc, et ça a l'air vraiment génial. Et puis j'attends énormément le Pokémon Diamant. Non, je rigole. Voilà. Je sais pas si t'as vu la gueule du jeu, ça fait pitié. Non, j'ai presque envie de jouer à Pokémon Unite par contre. Oui, il est bien, par contre, moi je l'ai fait un peu. Alors moi il est bien, il a l'air très sympa. Tu peux y jouer si tu veux, en stream. Hein. Il stream Pokémon Unite, Pokémon. Ah, ça peut se faire, ça peut se tenter. Étant un peu un joueur de MOBA, mais après, généralement, je n'accroche pas au nouveau MOBA. Aïe. La drogue, Par contre, pour les choses qui me font baver en ce moment, ce qui me fait baver beaucoup, là, c'est du jeu vidéo, clairement. Il y en a 2 en très très grosse tête de liste, et pour lesquels il y en a un qui va sortir très prochainement et où je sais que je vais streamer dessus, c'est obligatoire. Un autre, on verra, je sais pas du tout comment les choses vont se passer. Et le premier, du coup, c'est Solar Ash, qui est réalisé par le même studio de développement qui a fait Hyper Light Drifter. Et du coup, je suis très très hypé de ce que va pouvoir nous proposer
ce que va pouvoir nous proposer Earth Machine, pardon, qui est le studio de développement, et qui est édité par Annapurna Interactive en plus, donc on est quand même sur du solide, et ça va arriver sur PC et sur PS5, donc pour le stream, je pense que je le prendrai sur PC. Et bon, j'ai hâte. J'ai essayé de me regarder un minimum d'images, parce que je vais pas me spoiler. Je vais attendre que ça sorte et proposer à tout le monde de le découvrir en même temps. On va se faire un kiff là-dessus. Et le deuxième, j'espère avoir des places pour la bêta, enfin c'est une espèce de bêta fermée, first proposition. On peut tester le jeu en novembre, c'est Elden Ring, qui du coup était annoncé hier, être reporté de plus d'un mois, de janvier à février 2022. On est un petit peu, tous les fans sont dégoûtés de ce report. On pleure nos races, ouais. Moi, secrètement, je suis un petit peu content parce que ça me laisse plus de temps pour me payer un game capture ou tout simplement finir Demon's Souls avant de passer un autre From Software. Moi, c'est tout pour moi. Qui repousse le jeu au maximum tant qu'il est bien, parce que depuis Cyberpunk, les reports ne me font plus peur. C'est clair. C'est voilà. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on attend toujours la version PS5 de Cyberpunk qui n'est toujours pas là, alors qu'elle était prévue pour mars 2021. On est en octobre. Merci, au revoir. Voilà. Donc, dégoûté, je relancerai plus le jeu, même si demain ils font une match qui me disent il y a plus de bugs et tout, le jeu il est plus baisé. Plus jamais je relance ce jeu, c'est la déception absolue. Je suis dégoûté. Ça fait un an qu'il est sorti déjà et j'ai toujours pas rejoué. Oui. Plus, mais plus, non, plus d'un an, t'as raison, pardon. Ah non, octobre, oui, t'as raison. Non, c'est ce que je venais de. Je me rappelle. Il est sorti en septembre, je crois. C'est ça, non? Non, qu'il est sorti, pas de version PS5, toujours autant de bugs. 17 septembre 2020, voilà. Ouais, tu vois, ça fait plus d'un an. Quelle arnaque. Bref, bon, ça m'énerve. Donc voilà, Elden Ring, évidemment, le jeu que j'attends le plus, je pense, de ces prochains mois, parce que c'est quand même rapide, à février, mine de rien, c'est dans 3 mois. On va se mettre bien, hein. On parle de report, j'ai même pas parlé. Solar Ash, il était prévu pour le 26 octobre, et finalement, c'est le 1er ou le 2 novembre, je me rappelle plus. Ça va. Mais bon, ça va, c'est pas horrible comme report. Ça va pas préciser l'année, mais ça va. Arrête, parce que pour Elden Ring, au début, quand il parlait de 2022, on était là en train de se dire ça va arriver en décembre, tu sais, c'est bon, on parle pas d'année. Non, c'est cool. Et finalement, bon, c'est là où la surprise, le report n'est pas si affreux. Mais ça reste début d'année, ça va. C'est les meilleures communications, ça, t'en dis rien. Regarde, Kena, exemple parfait, les gens ils avaient peur parce qu'ils communiquaient très peu sur le jeu, on avait juste vu le jeu une fois à une conférence PS5, tout le monde était ils disent rien, c'est bizarre, il y a pas eu de bêta ouverte, c'est bizarre. Le jeu il sort, il est incroyable parce que les mecs ils ont taffé, ils ont pas perdu leur temps à faire 40 heures de marketing par semaine dans des conférences à la con. Et c'est ça qu'on veut, tu vois, juste garder un peu la surprise, pas surcommuniquer sur ton jeu parce que derrière ça fait des cyberpunk en fait, ça fait que t'as 3/4 ton budget qui passe ailleurs que dans le développement, tu surexploites tes développeurs, tu leur demandes de finir un jeu avant Noël. Et ça devient de la merde, alors que tu vois, c'est très bien. Ce serait bien que ça devienne un peu régulier, ce genre de pensée de la part des actionnaires, des personnes qui fixent les deadlines des jeux vidéo. Demande pas à des actionnaires de réfléchir, voilà, c'était la fin de ce stream. Alors de l'argent, donne l'argent, c'est tout. Moi je pense qu'il n'y a rien qui va changer, il va juste toujours avoir des bons jeux et des jeux de merde gâchés par l'argent. C'est comme ça, c'est une industrie, de toute façon. Voilà, sur ces mots ultra optimistes, je te dis une très bonne soirée. Je remercie les gens qui étaient là ce soir. On va essayer de reprendre ça régulièrement. Là, c'était un petit peu une période de creux pour nous, mais on va reprendre. On a un podcast qui est prévu normalement, on vous tient au courant, mais un vrai podcast, pas un Scopcast Pop fake comme on est en train de faire maintenant, mais un vrai truc préparé et tout. Sur le thème de la science-fiction, comme on l'a dit la dernière fois, qui devrait normalement être enregistré en live semaine prochaine, donc on vous tiendra au courant, ou la semaine d'après, mais normalement c'est semaine prochaine. Donc on vous tient au courant sur les réseaux sociaux, ce sera sur cette chaîne, et j'en profite pour dire que du coup on a ouvert chacun nos chaînes aussi avec Zouzou. Donc si t'allais sur le Zouzou TV, tu streams toi surtout des jeux de gamers professionnels. Tu peux nous en dire plus?
Si je dois présenter ma chaîne rapidement, je fais tout quand je suis présent, que je suis devant mon setup. Tous les lundis et mercredis, je stream. Les lundis, c'est toujours de la Hearthstone, du tryhard. J'essaie de casser un peu le ladder. Et sinon, le mercredi, c'est assez open. Pour l'instant, je suis en recherche de duels. La dernière fois, on a fait un duel Valorant, entre guillemets. Peut-être plus une espèce de compétition de kill avec Crush et Pado. Et ça peut varier de plein d'autres choses. On peut se faire des duels comme on s'en était fait toi et moi sur Strive. Et sinon, quand c'est pas ça, ce sera des sujets, des petites surprises, des trucs un peu funky. Cool. Et toi, le Zouzou comment est-ce que TV. tu présenterais ta chaîne? Ah, moi, c'est ASMR 24h24, je filme mes chats qui dorment. Non, non, je vais essayer. Alors, moi, j'ai pas encore d'agenda régulier comme toi, mais je vais essayer une fois par semaine de faire une découverte de jeu ou une redécouverte, donc un jeu différent par semaine, que ce soit le début ou le milieu du jeu. Pas vraiment de règles, c'est juste vraiment présenter un jeu que j'adore ou que je découvre ou que j'ai aimé il y a longtemps. Et une autre fois par semaine faire du design d'interface. Donc là j'aimerais bien refaire Steam, notamment le design de Steam que je trouve pourri. On pourrait aussi se refaire le design de Netflix ou s'amuser à refaire un peu des interfaces quoi. Et quand j'aurai du temps et la salle pour, j'aimerais faire de la musique en live, mais ça sera pas pour tout de suite. Il me faudrait un bureau ou mieux un garage ou mieux le Stade de France. Mais ça c'est compliqué encore. En tout cas, voilà, c'est sur Lazaretto du coup, et on va continuer tout ce qui est émission Scopcast sur cette chaîne provisoirement. Je pense qu'après on streamera chacun l'émission sur nos chaînes respectives, mais pour l'instant on préfère garder cette chaîne parce que vous êtes là et c'est plus pratique pour nous aussi en termes de setup. Donc voilà, bah écoute, si le petit mot de la fin, tu veux dire au revoir, bonne journée, bon week-end, ça dépend quand les gens écoutent ça. Bah, peut-être bonsoir d'abord, et puis après, bonne journée pour ceux qui écoutent demain, bon week-end pour ceux qui écoutent ça ce week-end. Et bonne année à ceux qui écoutent ça fin décembre, et joyeux anniversaire si tu écoutes ça le jour de ton anniversaire en replay. Voilà. Bah écoutez, merci à tous, très bonne soirée, merci à ceux qui étaient présents dans le chat, et à la semaine prochaine sur un Scopcast Pop ou un podcast classique. On vous remercie, des bisous. Bye bye. Ciao ciao.